Bonjour à tous, merci d'être encore nombreux pour cette dernière conférence du cycle autour de l'exposition Paris 1900. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Luce Abélès, qui est enseignante et qui est spécialiste des ouvrages illustrés. Elle a participé à de nombreux articles et catalogues d'exposition, dont le catalogue Paris 1900, bien sûr. Et aujourd'hui, elle va nous parler de la caricature et de l'illustration à l'exposition universelle de 1900. Je vais baisser un tout petit peu les lumières pour que vous puissiez profiter au maximum de son beau diaporama. Merci. Donc, vous m'entendez ? Le sujet que je vais traiter ici, la caricature et l'illustration à l'exposition universelle, est double et va m'amener à déborder le cadre de cette exposition pour aborder la représentation dans le livre illustré du Paris fin de siècle. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je m'explique. Si la caricature est bien présente à l'exposition, et même doublement, comme on va le voir, il n'en va pas de même pour le dessin d'illustration. Certes, les publications suscitées par l'exposition de 1900 sont innombrables, les éditeurs profitant de l'occasion pour sortir une plaquette, un almanach, un guide, une somme en plusieurs volumes. Les journaux aussi consacrent des numéros spéciaux ou des suppléments à cet événement. Ça, vous avez pu en voir dans l'exposition 1900. Toutes ces publications à caractère documentaire sont abondamment illustrées, c'est vrai. Mais, il y a un mais évidemment, mais elles le sont par le procédé de la photographie directe, rendu possible par les perfectionnements de la simili-gravure. C'est-à-dire qu'on peut, à partir des années 90, grâce au progrès de des procédés de reproduction photomécanique, on arrive en fait à directement reproduire une photo. À partir de là, finalement, on n'a plus besoin de passer par les dessinateurs, ce qui explique leur éviction, et notamment leur éviction de la presse. Ce qui explique donc que je ne puisse pas traiter de l'illustration à l'exposition universelle, mais que je traite de cette illustration qui subsiste quand même comme une sorte de reliquat dans le livre illustré, et notamment dans le livre illustré de luxe, dont il sera question à la deuxième partie. Le champ d'application du dessin se réduit, les illustrateurs restent actifs dans le domaine de la fiction, ils illustrent des romans, des nouvelles, et aussi, et c'est ce qui nous intéressera, on fait appel à eux pour illustrer des ouvrages pittoresques qui se multiplient dans la dernière décennie sur le Paris fin de siècle, sur ses habitants, ses mœurs, ses activités, ses plaisirs. Et il a été, dans l'exposition, évidemment, il est beaucoup question de ce Paris fin de siècle. Donc, en débordant de l'exposition universelle au Paris fin de siècle, je ne pense pas être trop éloigné du sujet. Donc, dans un premier temps, je m'attache à la caricature, dans un deuxième temps, au livre illustré. Je commence par la caricature, et là, à l'exposition de 1900. Si le dessin d'illustration subit de plein fouet la concurrence de la photographie, il n'en va pas de même de la caricature, dont le mode de diffusion dominant est le journal. Dans les années 1880, donc je remonte 20 ans avant, deux facteurs se conjuguent pour favoriser le développement de la presse satirique. Je pense que vous les connaissez. Sur le plan réglementaire, la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 supprime les autorisations préalables et les délits d'opinion. Vous savez que jusque-là, même sous la Troisième République, les débuts de la Troisième République, on devait d'abord montrer le dessin avant de pouvoir le publier. Donc ça entraînait des délais qui étaient très difficiles pour la presse satirique. Donc ça retardait d'autant l'apparition des dessins et c'était des entraves. C'est supprimé et de même les délits d'opinion sont supprimés. Bon, on verra quand même qu'en 1882, donc un an après cette loi, on va un peu restreindre parce qu'on s'aperçoit que les journaux satiriques notamment en profitent pour publier des dessins qui sont jugés un peu pornographiques et donc on va
faire passer un décret disant qu'il ne faut pas qu'il y ait d'atteinte aux bonnes mœurs. Voilà. Mais il n'empêche qu'on a cette ouverture formidable à partir des années 80. Donc ça, c'est sur le plan réglementaire. Sur le plan technique, les progrès réalisés dans l'imprimerie, comme le développement des procédés photomécaniques de reproduction des images, permettent une baisse des coûts de fabrication du journal et donc leur multiplication. En fait, ces deux éléments, c'est-à-dire la loi sur la liberté de la presse et puis le développement des procédés de reproduction photomécanique, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire appel à des graveurs spécialisés, ce qui était là aussi prenait du temps et était très cher. Donc, en fait, ça va profiter surtout à un certain type de presse qui est la presse humoristique, la presse, les journaux de mœurs, beaucoup plus que finalement les journaux politiques, la presse satirique politique, du moins dans la période qui nous intéresse. On constate dans les années 80 que les journaux satiriques existants depuis longtemps, c'est-à-dire le Charivari, vous savez, qui a été fondé par Philippe Pons sous la monarchie de Juillet en 1832, le journal amusant qui est fondé au début sous la Seconde République, la Vie parisienne qui est fondée en 1863 sous le Second Empire. Donc tous ces journaux poursuivent leur carrière avec leurs collaborateurs habituels. Mais à côté, une nouvelle génération de dessinateurs de talent va trouver dans les petites feuilles fantaisistes qui éclosent au début des années 80, et là j'arrive évidemment à Villette, un débouché assuré. Des dessinateurs prometteurs comme Villette, Steinlen et Carandache font ainsi leurs premières armes dans le journal Le Chat Noir, dont vous avez vu la magnifique affiche par Steinlen. Donc ce journal, c'est l'organe du cabaret éponyme Montmartrois. Ils innovent en introduisant une formule nouvelle, c'est-à-dire les histoires en images, sans texte, sans légende, des histoires qui sont toujours un peu mélancoliques ou un petit peu cruelles. Et en voilà un exemple avec Villette. Alors à propos de Villette, je voulais vous signaler qu'il y a une excellente exposition qui se tient en ce moment sur Villette, qu'il ne faut pas rater, à l'Isle-Adam. C'est pas loin de Paris en fait, on y va très bien en train et c'est vraiment une exposition qu'il faut voir. Donc il fait le point sur la carrière de ce dessinateur qu'on a souvent, qu'on connaît sans connaître finalement. Donc Villette crée la figure du Pierrot mélancolique. Donc là vous voyez, c'est paru dans Le Chat Noir de 1882 cette image. Et ce qui est intéressant d'ailleurs à propos de cette image, vous voyez, c'est l'âge d'or. Donc vous voyez les histoires en images en plusieurs. La planche se divise en 4 parties. Et il va reprendre l'âge d'or. Il va en faire en fait une pièce de théâtre d'ombre. Donc il y a l'âge d'or. Je pense que c'est ce qu'il a accompagné toute sa vie finalement. Et vous savez que Villette se prenait lui-même pour Pierrot, c'est-à-dire que quand il fait sa biographie, ses souvenirs à la fin de sa vie, il appelle ça pauvre Pierrot. Non, Feu Pierrot, pardon, Feu Pierrot. Ensuite, après Villette, et toujours dans Le Chat Noir, nous avons, alors là, j'espère que ça marche, non, Steinlen. Alors Steinlen, vous le connaissez, dessinateur suisse qui monte à Paris, qui s'installe aussi au début des années 1880. Et lui, il a pour spécialité les animaux, les mésaventures donc des animaux qui sont souvent cruelles, puisque souvent elles se terminent par la mort d'un des animaux. Et là, vous voyez en fait le jeu de Steinlen sur le corbeau noir et le chat blanc, donc le jeu sur le noir et blanc, puisqu'il faut dire qu'à ce moment-là, les journaux illustrés le sont par le noir et blanc. On va voir que ça va faire des progrès rapidement. Donc Steinlen et les animaux, et enfin Carandache avec qui met en scène en fait l'armée française. Et là, donc, vous avez la mésaventure d'un officier qui attend sa bien-aimée, et puis à force de mettre toujours le jeu sur le noir, l'ombre noire et puis la neige, et à la fin, il va parvenir à
à écrire son nom, O Lucie. Vous voyez la fin, puis il s'éloigne. Donc un trait extrêmement sec, extrêmement froid, qui est la caractéristique de Caran-d'Ache. Et Caran-d'Ache aussi portera à la scène, fera une pièce d'ombre qui s'appelle l'épopée napoléonienne. Et là, bien entendu, on est devant un officier de l'époque napoléonienne. Donc, l'équipe des dessinateurs du Chat Noir formera le noyau initial, alors là j'avance un peu, du Courrier français, qui est un journal parisien assez pimenté, ce qui n'est absolument pas le cas donc un peu osé, si vous voulez, qui aura d'ailleurs des démêlés avec la censure, et qui est fondé en 1883 par un courtier en publicité, avec le soutien financier d'un fabricant de pastilles pour la toux, les pastilles Gérodel. Ça, je vous dis tout ça parce que, et voilà l'affiche pour le Courrier français. Cette affiche, vous le voyez, elle est en couleur évidemment, et elle est en fait de Villette, qu'on voit donc sous un autre aspect qui avance dans sa carrière, et Villette sera un des soutiens du Courrier français. Enfin, il restera jusqu'à la fin pratiquement, et le Courrier français disparaît autour de 1911-1912. Donc il a une carrière extrêmement longue, et vous voyez la petite femme qui est déjà un peu dénudée. Donc, ce Courrier français va d'ailleurs permettre à une génération de dessinateurs plus jeunes de commencer à produire, et je pense notamment à des gens qu'on va retrouver, Hermann Paul, à Vallotton, et il fait évidemment aussi une grande place à Forain. On avance dans le temps, et une dizaine d'années plus tard, la presse satirique connaît une nouvelle étape avec l'introduction de la couleur. Alors, vous allez me dire, mais la couleur existait déjà sous le Second Empire, on avait déjà des journaux qui avaient leur une coloriée. Oui, ils avaient leur une coloriée, mais en fait maintenant, la couleur devient une couleur qui est obtenue par des procédés industrielle, et c'est une couleur qui est obtenue en chromotypographie. Donc ce ne sont plus des couleurs très vives et très brutales, ce sont des couleurs beaucoup plus nuancées. Donc introduction de la couleur, et là on a un journal qui tout de suite s'empare de cette couleur, qui est le premier finalement à utiliser la chromotypographie, qui est le journal humoristique Le Rire, qui va connaître un énorme succès et qui est fondé fin 1894. Et ensuite, il va connaître très vite des imitations, notamment avec un journal tout à fait du même genre, qui est Le Sourire, en un seul mot évidemment. Alors, avec ses couvertures en couleur, ses chroniques fantaisistes, ses histoires drôles en images et la collaboration de jeunes dessinateurs, lesquels en général ont commencé leur carrière au Courrier français, ces jeunes dessinateurs jouent sur la stylisation du trait. Alors je vous montre. Donc dans Le Rire, là vous voyez Vallotton, qui est connu, dont il y a une exposition récemment au Grand Palais, et qui est connu surtout pour le noir et blanc. Donc là, l'utilisation de la couleur, mais toujours avec les carrés, etc., qui le caractérisent. Ensuite, vous avez quelqu'un aussi qui a eu droit à une exposition, cette fois à Fornay, l'année dernière ou il y a 2 ans, qui est Josso, qui est un dessinateur extrêmement important et qui, lui, joue sur l'exagération formelle, qui joue évidemment sur la ligne Art Nouveau, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la ligne extrêmement courbe, la ligne... et puis, on a aussi... Toulouse-Lautrec, il fallait bien qu'il le montrait quand même, qui intervient aussi dans le journal, et lui, très peu de couleurs et une ligne extrêmement, un minimum, un travail sur le dessin, sur le minimalisme du dessin finalement. Donc ça, ce sont quelques-uns des collaborateurs les plus célèbres peut-être, du Rire, qu'on va retrouver. Donc il y a un style nouveau, évidemment, qui se met en place, c'est très net, mais je pense que vraiment c'est lié à l'apparition de la couleur. Hein. Ce style nouveau va connaître son apogée
dans la première décennie du XXe siècle, avec l'Assiette au beurre, qui est un journal tout en couleur et pratiquement sans texte, et qui s'en prend violemment aux nantis et aux institutions qui sont à leur solde. L'armée, et là je vous montre Josso, c'est le même Josso que nous avons vu tout à l'heure. Donc Josso, c'est extrêmement connu, hein, où on voit un enfant qui est pris entre l'armée et l'Église. Donc vous voyez la violence finalement, la manière violente dont Josso utilise la couleur et la simplification, et toujours quand même ces formes assez en courbe. Je vous montre ensuite, je ne sais pas pourquoi ça ne veut plus marcher. Attendez, pardon, voilà. Ça, c'est Steinlen, qu'on n'aurait pas attendu si violent. Et Steinlen, c'est un numéro de l'Assiette au beurre qui s'appelle Hommage à Victor Hugo. Et dans ce numéro de l'Assiette au beurre, en fait, Steinlen montre que finalement, la parole de Victor Hugo n'a absolument pas été entendue. Et là, nous avons la dernière de couverture avec donc le pape qui trône au-dessus de tous les abus finalement. Nous avons aussi la justice qui est mise en cause, et là je vous montre, mais je ne sais pas pourquoi ça marche pas, je ne sais pas du tout, c'est complètement bloqué, hein, ah bon, je ne sais pas, voilà. Et là je vous montre en fait l'argent, qui est une couverture par Kupka, qui deviendra le peintre abstrait que vous connaissez, et donc Kupka qui représente l'argent sous la forme d'une espèce de gros crapaud qui tient dans ses mains un petit ouvrier qui essaye de réagir. Bon, alors vous allez me dire, le rire qui joue complètement sur l'air du temps, qui est extrêmement léger, et l'Assiette au beurre, évidemment ça n'est pas la même chose, mais on retrouve les mêmes dessinateurs de l'un à l'autre, et surtout on retrouve aussi cette importance le jeu avec les couleurs. Symptomatiquement d'ailleurs, l'Assiette au beurre naît en avril 1901, soit 6 mois après la fermeture de l'exposition de 1900. Donc, je pense que c'est le hasard qui veut ça, mais ça veut dire que finalement, pendant l'exposition de 1900, on n'a pas, ou on n'a plus, parce qu'il y a eu deux journaux qui, franchement, s'attaquent aux institutions et à la bourgeoisie, si vous voulez. Donc, à cette manifestation, l'exposition, qui fait de Paris durant 6 mois le centre du monde, la caricature participe doublement. Elle est d'abord présente matériellement dans l'exposition, dans la rue de Paris, vous l'avez vu, enfin on va y revenir, où se concentrent les attractions populaires. Des humoristes proposent des spectacles dans des pavillons construits pour la circonstance. D'autre part, ça c'est le premier point, et deuxième chose, la presse satirique commente en images, c'est son rôle, l'exposition. Donc on verra bien sûr les thèmes qu'elle traite majoritairement et qui sont à la fois surprenants et pas surprenants. Alors la caricature à l'exposition. Les organisateurs de l'exposition de 1900 ont ménagé une place au divertissement populaire en créant une rue qui leur est dévolue, la rue de Paris. Alors cette rue de Paris, elle n'est pas loin d'ici, elle s'étend le long de la Seine, entre le pont Alexandre III et la place de l'Alma. En fait, ce n'est pas le pont Alexandre III, c'est celui qui est après et qui va jusqu'à la place de l'Alma, c'est-à-dire donc ce qui constitue une partie du cours La Reine. Elle fait face, cette rue de Paris, à la rue des Nations, sur la rive gauche, où se trouvent rassemblés les pavillons des nations étrangères. Tout ça, vous l'avez vu dans la première partie de l'exposition. L'administration qui a alloué très cher des emplacements dans la rue de Paris sur lesquels des entrepreneurs de spectacles et des restaurateurs, c'est-à-dire des restaurants, ont construit des édifices éphémères destinés à attirer une partie des 30 millions de visiteurs attendus à l'exposition. Et comme vous savez, il y en aura 50 millions. Mais au départ, on pensait 30. C'est là que la caricature a élu domicile, aux côtés alors du photo-cinéma-théâtre, théâtroscope, tableau vivant, jardin de la chanson, la roulotte. Ça, je vous cite tous les pavillons qui se trouvaient rue de Paris. Grand Guignol, le manoir à l'envers, le palais de la danse, le théâtre de la Louis Filler et le théâtre des auteurs gays,
dont vous avez pu, vous pourrez voir la frise réalisée par Bellery Desfontaines dans la première partie de l'exposition, et qui est une frise assez réussie. Alors là, je vous montre, je sais pas, hop, je comprends, voilà, c'est ça. Là, c'est justement les différents pavillons qui se trouvait dans la rue de Paris. C'est reproduit dans Le Monde moderne, publié par Quentin. Si l'on en juge par les spectacles qui sont proposés dans les 2 pavillons occupés par les dessinateurs de presse, il semble que ceux-ci aient voulu profiter de l'occasion qui leur était offerte pour expérimenter la caricature en 3 dimensions et en mouvement. Ainsi, Albert Guillaume, dessinateur de presse prolifique et spécialisé dans la représentation du monde et du demi-monde. Et là, je voudrais vous montrer les couvertures de ses premiers albums, Les bons hommes et les petites femmes. Alors là, nous avons les petites femmes, couleur, mais couleur en fait passée au pochoir. Et puis les bons hommes, j'espère qu'on va les voir. Je sais pas, je suis un peu gênée. Bon. Donc, Albert Guillaume a installé aux côtés d'un aquarium de son invention un théâtre de marionnettes. Voilà les bons hommes Guillaume. Et vous voyez la petite femme là qui transforme en marionnette le pauvre bonhomme, petit bourgeois ou bourgeois moyen. Donc, Albert Guillaume a installé aux côtés d'un aquarium de son invention un théâtre de marionnettes dont son frère, l'architecte Henri Guillaume, a dessiné les plans. Et voilà, là, c'est assez intéressant parce que on voit les 2 frères. Donc, nous avons à droite Henri Guillaume, qui est l'architecte, qui est architecte, comme son père d'ailleurs, et qui a construit pour son frère Albert 2 pavillons, en fait, un aquarium et le pavillon des bonshommes Guillaume. Le théâtre des bonshommes Guillaume. Et nous avons Guillaume à gauche que vous reconnaissez avec son crayon, avec le crayon qu'il tient sur le côté et qui est en train d'actionner des marionnettes. Donc, à l'intérieur du théâtre, sur toute la façade, donc, on avait des frises que vous avez dans l'exposition aussi et qui décoraient l'extérieur du théâtre. Et on voyait des types sociaux, du coiffeur au viveur, de la bonne à la grande dame, qui s'y côtoyaient avec entrain, dessinés de ce trait précis et sec qui est caractéristique de Guillaume. Donc là, je vous ai pris des cartes postales ce qui montre quand même que ça a eu un certain succès, qui ont répandu donc des détails de cette frise. Il y a 4 panneaux dans l'exposition 1900, donc je vous en montre là 2 photos, 2 cartes postales. À l'intérieur du théâtre, donc là on est dehors, on est sur l'extérieur, à l'intérieur du théâtre, ces types sociaux prenaient vie. Sur un fond de décor peint qui se renouvelait instantanément par un système ingénieux de plateaux tournants, des marionnettes animées par un mécanisme délicat de ressorts et de leviers fixés à leur base, évoluaient dans une mise en scène en 4 tableaux. La soirée mondaine, le défilé du régiment, le défilé présidentiel, le bal des Quatsarts, enfin, qui constituait le clou du spectacle. On dut renoncer à présenter le défilé présidentiel interdit par la censure. En effet, même si ce tableau était à la gloire du pouvoir en place, puisqu'il mettait en scène l'enthousiasme populaire provoqué par la visite des souverains étrangers, on jugeait inconvenant de présenter sous la forme de marionnettes, vous le comprenez, les chefs d'État des nations invités à l'exposition. Les autres tableaux correspondaient au sujet que Albert Guillaume traitait souvent, c'est-à-dire le high life et l'armée. C'est lui aussi, Albert Guillaume, qui avait contribué au lancement du bal des Quatsarts
grande fête annuelle réservée aux artistes qui se tenait à huis clos au Moulin Rouge. Alors là, je vous montre justement dans un des albums, c'est dans l'album qui s'appelle Les Bons Hommes d'Albert Guillaume, vous voyez une vue, enfin une caricature, si vous voulez, du bal des Quat'Arts, pour vous donner une petite idée, vue par Guillaume. Donc, c'était lui qui était l'un des lanceurs de ce bal. Et en fait, ce bal, quelle était sa caractéristique? C'est que des étudiants des Beaux-Arts défilaient par atelier, donc suivant qu'ils étaient dans l'atelier Jérôme, qu'ils étaient dans l'atelier Jean-Paul Laurent, etc., ils défilaient ensemble. Ils étaient bien sûr costumés et ils défilaient sur des chars à thème qu'ils avaient eux-mêmes conçus et à côté de modèles qui étaient peu vêtus. On peut même dire que leurs habits mettaient en valeur leur charme. Au théâtre, donc... Au théâtre des Bons Hommes Guillaume, le tableau du bal des Quat'Arts permettait au grand public d'accéder à un univers interdit et fantasmé, puisque seuls les artistes pouvaient y entrer ou il fallait y être invité. Un de ces bals d'artistes dont la licence présumée était dénoncée par les ligues de vertu, et en particulier on a à sa tête, on avait un sénateur, le sénateur Béranger, qui a fait l'objet de beaucoup de caricatures. Alors, peut-on parler de caricature à propos des Bons Hommes Guillaume? Si, dans la soirée mondaine, le high life était au centre, alors là, je cite le programme du théâtre, alors il était au centre des scénettes dont les on-dit de chaque jour, potins de 5 o'clock, petits scandales du boulevard et des restaurants de nuit, échos d'alcôves indiscrètes font tous les frais. Donc là, on peut penser quand même que c'est assez satirique. Par contre, les deux autres tableaux glorifiaient l'armée et les artistes. C'était surtout pour leur inventeur l'occasion de faire accéder à la scène et aux 3 dimensions les dessins qu'il fournissait sans compter à la presse. Malgré un succès d'estime, l'expérience des Bons Hommes Guillaume fut un échec commercial et le dessinateur mit 2 ans pour éponger les dettes qu'il avait contractées à cette occasion. Donc, c'est vous dire, on va voir que la suite, c'est pas tellement mieux. Alors, la caricature était aussi présente dans la rue de Paris avec la Maison du Rire, du journal Le Rire, pavillon édifié par ce journal pour asseoir son succès. Et là, je vous montre, voilà, le numéro spécial du Rire, numéro spécial à 50 centimes, donc qui est vendu séparément et qui est plus cher que les autres numéros, où on voit donc, où on nous présente la Maison du Rire, et nous avons une caricature, enfin une petite femme de Métivet qui a fait la frise qui orne l'extérieur de la maison, de cette maison. Donc, et puis, je vous montre aussi, voilà le programme que vous pouviez acquérir. Et à l'intérieur du programme, vous aviez tout ce qu'on pouvait voir. Et ça me paraît intéressant parce que ces figures extrêmement vues d'extrêmement près, c'est assez, me semble assez forte. C'est, je pense, Truchet qui a fait ces dessins. Une frise aux couleurs éclatantes décorait la façade extérieure. Alors là, voilà une partie de la frise. Évidemment, je l'ai photographiée dans le numéro du Rire, spécial du Rire, donc c'est pas de très bonne qualité, pardonnez-moi. Et puis, je vous donne d'ailleurs la suite. Voilà, donc on voyait défiler à la queue leu-leu, vous le voyez, des personnages grotesques censés incarner les nations en route vers la Maison du Rire. Voilà la frise. Donc c'est de Métivet, le même qui a fait la couverture du numéro spécial sur la Maison du Rire. Donc d'emblée, le ton était donné, on se situait dans la grosse gaieté française. L'intérieur comportait 2 salles, l'une était dédiée à la chanson française et dans l'autre, on voyait défiler, alors je cite, toutes sortes de guignols, pantins, ombres, lanternes magiques, projections, découpages, connus ou même inconnus. On pouvait ainsi découvrir ou revoir des pièces de théâtre, du théâtre d'ombre, créées 15 ans plus tôt au Chat Noir
comme l'âge d'or. Alors là, je vous renvoie à la première image que je vous ai montrée de Villette, La marche à l'étoile d'Henri Rivière et Georges Fragerolles, ou encore l'épopée de 40 âges. Alors il faut dire que c'était vraiment les zincs originaux qui étaient présentés, puisque en fait Salis est mort en 98. Les zincs ont été dispersés aux enchères. Ils ont été rachetés par un des collaborateurs du Chat Noir, qui s'appelait Bonneau, et qui les présente donc dans le cadre de la Maison du Rire. Ce qui montre aussi que tous ces liens finalement entre les journaux qui se passent le relais quelque part. Par ailleurs, réalisé spécialement pour la circonstance par le dessinateur Charles Léandre, qui s'était fait une spécialité des portraits charges féroces des chefs d'État, ou même, voilà. Et là, nous avons un portrait charge, et encore, il y a pire. Là, je vous ai quand même, j'ai voulu rester quand même assez gentil. Et donc, c'est la reine Victoria qui, vous le savez, l'Angleterre était à ce moment-là extrêmement... il y avait des tensions entre l'Angleterre et la France qui se marquent, bien sûr, aussi chez les caricaturistes. Donc, ce Charles Léandre, spécialisé dans les portraits charges, lui, il réalise la revue des pantins du siècle, qui faisait défiler sous forme de marionnettes à gaines assez frustes, beaucoup plus frustes que les bonshommes Guillaume, les célébrités du siècle, depuis Napoléon jusqu'à Sarah Bernard, et l'acteur comique à succès Galipeau faisait le boniment. On retrouve donc, et c'est ça qui m'intéresse à la Maison du Rire, cette attirance pour la caricature en 3 dimensions qui faisait finalement l'originalité du théâtre des bonshommes Guillaume. Mais plus largement, ce sont aussi toutes les formes de spectacles mineurs qui ont émergé depuis une vingtaine d'années, qui se trouvent réunies à la Maison du Rire, dans l'espoir toujours d'attirer le flot des visiteurs de l'exposition. Donc on a la chanson de cabaret qui commence au début des années 80, le café-concert qui, lui, bien sûr, est beaucoup plus ancien puisque ça démarre sous la monarchie de Juillet, mais les années 80 sont aussi quand même la grande époque du café-concert, qui voisine avec la revue de fin d'année et le théâtre d'ombre. Bien que le journal Le Rire n'ait cessé dans ses colonnes de faire l'article pour sa maison, lui consacrant même un numéro spécial qu'on vient hors série, l'expérience se solda par un échec. L'ensemble du décor, intérieur et extérieur, fut dispersé aux enchères à l'hôtel Drouot, heureusement qu'il est là, juste après la fermeture de l'exposition en janvier 1901. Et vous savez que l'exposition ferme en novembre 1900. Et là, je vous montre justement la page de la maison du journal Le Rire de 1901 qui présente en fait, qui annonce vente aux enchères publiques des frises, panneaux, dessins, médaillons, lustres, etc. C'est-à-dire que tout ce qui faisait la Maison du Rire est dispersé. Et au centre, vous avez une petite dame par Gerbeau, qui est un des dessinateurs du Rire aussi, mais qui n'avait pas participé en fait à la Maison du Rire. Donc, en fait, il est vrai que les attractions de la rue de Paris furent dans l'ensemble boudées par le public. Et là, je vous montre un dessin paru dans le Cri de Paris par Herman Paul, qui est quelqu'un d'extrêmement caustique. Et on voit en fait deux forains qui attendent. Et ils disent, vous voyez, on est rue de Paris, et ils disent, personne a le gouvernement. Et ils regardent par le rideau. Et en fait, effectivement, apparemment, il y a eu pas assez de monde en tous les cas. Et l'explication, c'est peut-être la médiocrité des spectacles proposés, comme le notait Navré, un contemporain. Et là, je cite, « Dans la rue de Paris, on fut triste, de la tristesse navrante des rires qui sonnent creux, banal à crier, grossier à faire fuir les familles. Des comparses de second ordre débitèrent des machines à dormir debout. Ce fut là l'esprit de Paris. Nous avons parlé déjà de l'absence de l'élément littéraire dans les conseils de l'exposition. Un esprit averti de ces choses eût réservé une censure possible qui eût empêché ces baraques de devenir de simples entreprises commerciales, malheureuses d'ailleurs. La méprise était si forte que son excès seul peut consoler. Il n'est pas possible que les étrangers aient jugé notre scène contemporaine, même la
plus petite, sur ces tristes échantillons. Et ça, c'est vraiment un sentiment qui est assez largement partagé. On ne sait pas, évidemment, si les attractions présentées à la Maison du Rire dépassèrent la médiocrité ambiante. Ce qui est sûr, c'est que les sommes investies dans la location des emplacements et dans la construction et l'aménagement des pavillons le furent aux dépens des spectacles proposés, montés à la hâte et à peu de frais. Dans la rue de Paris, un seul événement suscita l'enthousiasme du public et de la critique, l'apparition de la danseuse japonaise Sadayako, que vous voyez ici représentée dessinée par Cappiello dans le journal Le Rire. Et cette danseuse se produisait dans une pièce du théâtre No, qui d'ailleurs normalement n'accueille que des hommes, mais c'était une exception. Et ce théâtre No se produisait sur la scène du théâtre de la Loli Fuller, donc un des théâtres. Et de la Loli Fuller, vous l'avez vu dans l'exposition 1900. Donc la puissance dramatique du jeu de la comédienne, jointe à la grâce de ses mouvements, furent unanimement salués. Et là, c'est un spectacle effectivement qui a très bien marché. Le reste, apparemment, ça a été un peu catastrophique. Bon, on vient de le voir, le dessin de presse, qu'il s'agisse des Bonshommes Guillaume ou de la Maison du Rire, ne gagna rien à être présent à l'exposition de 1900. Cependant, les journaux satiriques et humoristiques ne pouvaient passer sous silence une manifestation de cette ampleur dans la capitale, et l'on aurait pu s'attendre à une présence massive de l'exposition dans les colonnes du journal, enfin dans les colonnes ou plutôt sur les pages des journaux, de ces journaux satiriques. L'occasion était belle en effet de persifler les constructions, de pointer les ridicules des peuples invités ou des visiteurs qui se pressaient à l'exposition. Bon, il sacrifie parfois à cette tradition obligée, et là je vous montre, alors là, attention, voilà, alors hop, voilà, je vous montre un dessin double page, Intérieur du Rire par Charles Huard, qui est spécialisé dans la province, parce que vous savez que les caricaturistes souvent se spécialisent dans un sujet, donc lui c'est la province, et donc il nous montre les visiteurs de l'exposition, avec au centre des gens un peu plus âgés, qui disent il y a moins de monde finalement qu'en 67, alors qu'à l'exposition de 67, puisqu'ils ont pu y assister vu leur âge, alors qu'on voit une énorme foule se masser, voilà, et puis vous avez les types très caractéristiques de visiteurs. Donc, on sacrifie un peu à la présentation générale des visiteurs, mais dans l'ensemble, les journaux amusants sont extrêmement discrets, et même étonnamment discrets, sur l'événement, sur l'exposition, ce qui témoigne peut-être de la lassitude des Parisiens devant cette manifestation qui dure quand même pendant 6 mois, ce qui est quand même très long et qui finalement a aussi dérange leurs habitudes. Et là, je vous montre un dessin de Villette dans le Courrier français, où on voit donc la petite femme qui représente Paris, donc on voit Paris qui en a assez, enfin ne supporte plus là tous ces touristes, tous ces étrangers, et qui dit oh là là, je commence à me gratter. Et vous voyez la date, nous sommes à la fin de 1900, et il est temps vraiment de faire le vide. Donc il y a une espèce, bon, c'est vrai que Villette est quelqu'un en plus qui est extrêmement franco-français, qui est bon, mais malgré tout, je pense que ça traduit effectivement son dessin une certaine, bon, on veut être entre nous, entre Français et entre Parisiens, et donc peut-être ça explique que les journaux satiriques, au commencement, ont pas mal parlé d'Expo, l'ont montré, puis après, s'en sont un peu désintéressés. Alors, 2 sujets, cependant, et c'est ce que j'aimerais traiter, j'aimerais mettre l'accent sur 2 sujets qui reviennent avec insistance dans la presse satirique. Tous 2 sont en relation avec l'un de ces sujets fétiches, c'est-à-dire la petite femme de Paris, jolie à croquer et aux mœurs légères. Alors, vous avez vu dans l'exposition
là je vous montre une photo, et il y avait des photos, la porte monumentale qui marquait l'entrée de l'exposition, donc qui se trouvait au bord de la Seine, qui se trouvait au début sur la place de la Concorde, tout à fait au début du cours La Reine. Donc cette porte monumentale de Binet avait était couronnée par une statue que vous voyez, une sculpture. Et cette sculpture, vous le savez, elle s'appelait la Parisienne. Et c'était une sculpture de Paul Moreau-Vautier. Détail insolite, cette figure, donc c'était une figure allégorique de la ville de Paris, ça vous êtes d'accord. Alors je vous montre une autre de face, hein, vous la voyez encore mieux, tout là-haut. Donc détail insolite, cette figure allégorique portait des vêtements contemporains, un manteau du soir entrouvert sur une robe dessinée par la couturière Jeanne Paquin. Des polémiques s'ensuivirent, on cria au scandale. En effet, on n'avait plus une figure, la figure allégorique traditionnelle, le nu traditionnel, était remplacée au contraire par une Parisienne habillée à la mode, à la dernière mode. La presse satirique, vous pensez bien, dont l'une des cibles de prédilection était justement la Parisienne, aux mœurs faciles, ne pouvait rester indifférente à la représentation monumentale qui était donnée de son sujet favori. Elle l'adopta aussitôt, avec une unanimité remarquable, en faisant une sœur géante et souriante de ces Parisiennes. Alors, je vous montre un petit florilège. Donc là, l'exposition comique, je vous explique, c'est un supplément du très vieux journal, le plus ancien peut-être de journaux existants encore caricaturaux, qui est le Charivari. Et en fait, ils ont sorti un supplément gratuit, mais enfin gratuit pour ceux qui achetaient le journal, bien sûr, le quotidien, l'exposition comique qui paraissait toutes les semaines. En fait, si on regarde bien, il était financé par des publicités, parce que c'est bourré de publicités pour des exposants de l'exposition. Donc vous le voyez là, accueillant, et finalement on voit la porte monumentale qui devient minuscule, la statue qui devient au contraire extrêmement énorme, et on nous dit vous venez vous chauffer au foyer, vous le voyez, de la civilisation. Donc ça, c'est une... Et vous voyez donc des exemples de visiteurs étrangers. Ensuite, on la voit aussi offrir un réconfortant qu'on connaît encore, je crois, le quinquennat du Bonnet, ça existe encore. Donc la Parisienne de l'exposition offre à tous les visiteurs un verre de quinquennat du Bonnet. Alors ça, c'est paru dans le Courrier français, et c'est pas en pleine page, hein, c'est un bout de page, mais je l'ai agrandi. Et en fait, finalement, c'est bien sûr une réclame. La caricature fait aussi la réclame pour, etc. Et donc c'est une réclame pour du Bonnet. Ensuite, on la voit encore. Alors là, elle est la reine. En fait, elle dicte la mode. Puisque je vous ai montré donc la mode du Courrier français, on propose finalement que toutes les statues existantes deviennent qu'on les transforme en jeunes femmes, en jeunes parisiennes distinguées. Donc le génie de la Bastille, par exemple, va être incessamment remplacé par la figure ci-dessus numéro 1, donc c'est à gauche, rapide croquis, chez Monsieur Antonin Mercier, ensuite une jeune femme drapée, etc. Donc si vous voulez, hop, on part de là pour, évidemment, on est dans l'exagération, et c'est aussi comme ça, bien sûr, que fonctionnent les journaux. On s'empare d'un petit événement, et puis on essaye d'en tirer tout ce qu'on peut. Ensuite, donc, dicte la mode. Ensuite, et là, nous sommes dans Le Sourire, qui est donc, je vous ai dit, un journal qui copie un peu Le Rire. Et là, en fait, il avait organisé un concours, et il fallait que les Parisiennes traversent finalement une foule de personnages qui étaient dessinés dans le journal. Et donc là, vous la voyez, qui traverse, c'est le premier prix avec élégance, un réseau d'images. Ensuite, elle accepte, et nous sommes encore avec Villette, dans le Courrier français, avec bonhomie et en souriant, l'hommage que lui rendent d'autres monuments plus anciens. Donc vous voyez le génie de la Bastille,
la statue d'Henri IV, et puis vous voyez Napoléon sur la colonne Vendôme, bien sûr. Donc vous voyez comment aussi elle peut être utilisée là en couverture. Malgré quelques fausses notes, comme le dessin du Gil Blas que je vais vous montrer, où finalement elle est prête à monnayer ses charmes, la Parisienne, hein, vous la voyez, là on voit elle s'offre en fait, et elle s'offre bien sûr contre argent aux étrangers, donc là c'est une petite fausse note. Les journaux satiriques renvoient une image positive d'une œuvre qui rompt avec les nus allégoriques habituels. Si l'œuvre de Moreau-Vauthier reste académique dans son style, ça c'est sûr, qu'il n'apporte rien de vraiment nouveau, elle apporte cependant ce brin de modernité et de fantaisie que des dessinateurs attachés à l'actualité sont à même de saisir. Pour une fois, voilà que leur sujet d'élection acquérait une dimension héroïque. L'occasion était trop belle pour ne pas s'en saisir. Et ça explique pourquoi ils ont tellement utilisé, enfin, ils se sont tellement complus à représenter la statue de la Parisienne. Le deuxième thème exploité par la presse satirique, qui est lui aussi lié à la Parisienne, à la petite femme, est révélateur de la mentalité des Français de l'époque. S'il témoigne du sentiment de supériorité et du racisme ordinaire des Français, il montre aussi la fascination exercée par la rencontre avec l'autre, dans le cas présent, le noir. Je m'explique. Au pied du Trocadéro étaient regroupés les pavillons des colonies françaises. Territoire récemment conquis en 1895, le Dahomey avait une place à part tout en haut du Trocadéro, à côté du Congo. Les Français découvraient avec curiosité les habitants de cette colonie. Ceci explique sans doute la place qu'occupe ce thème, c'est-à-dire la rencontre du noir et de la Parisienne dans la presse satirique. Elle l'aborde donc, c'est le thème, par le biais de la rencontre entre Africains et Parisiennes et l'attirance que les uns exercent sur les autres. On constate ici que les points de vue ne sont plus consensuels. Ainsi, le Cri de Paris, et là je vous montre donc, c'est un des rares journaux finalement qui met en cause finalement la vision traditionnelle de l'Africain. Donc le Cri de Paris, journal illustré fondé en 1897 par le directeur de la Revue Blanche, Alexandre Natanson, et qu'on peut classer à gauche et qui, pendant l'affaire Dreyfus, sera un journal qui prendra parti pour Dreyfus. Donc ce journal adopte une attitude critique par rapport à la politique colonialiste de la France, sans la mettre complètement en cause, parce que à l'époque, en fait, rares étaient vraiment ceux qui mettaient complètement en cause cette politique. Donc, dans la double page intérieure qui lui est réservée chaque semaine, Hermann Paul, qu'on a vu déjà tout à l'heure, qui est un dessinateur engagé, qui met à nu en général dans ses dessins les tares de la bourgeoisie, la médiocratie de la bourgeoisie, donc dénonce le comportement des colons. Voilà donc celle que nos malheureux explorateurs sont obligés de violer, s'exclament indignés deux bourgeoises revêches devant une jeune indigène exposée au regard des visiteurs. La dénonciation ici est double. L'image met en regard la laideur étriquée des bourgeoises mal attifées et la simplicité mélancolique de la jeune femme noire isolée, puisque effectivement donc les Africains, les colonisés étaient obligés de vaquer à leurs occupations, ils étaient exposés au regard. La légende, quant à elle, attire l'attention sur les sévices sexuels pratiqués par des colonisateurs censés apporter la civilisation. Une telle dénonciation est rare. Les journaux humoristiques exploitent plutôt une veine légèrement polissonne, la rencontre des Parisiens au bras de leurs maris et des colonisés. L'attraction physique que ceux-ci exercent sur celles-là est sans ambiguïté, d'autant que les maris de ces dames sont souvent peu flattés. Alors, donc là, c'est un dessin de Métivet avec, bon, c'est pas d'un goût absolument
exquis, hein, je le reconnais, mais ça fait partie de la presse satirique de l'époque. C'est ça qu'on avait à l'époque. Donc le petit mari. Et vous remarquez que en fait, il s'agit de nobles. Hein. Ce sont, puisqu'il l'appelle, me semble-t-il, comtesse ou quelque chose comme ça. Donc, et elle, évidemment, elle regarde avec beaucoup d'intérêt donc l'Africain. Ensuite, je vous montre encore un autre. Donc là, toujours la même chose. On est dans l'expo, ils sont attablés et elle lui dit tu devrais prendre de la cola marque. Alors là, c'est encore cette publicité qui fait partie qui apparaît dans le Courrier français dans chaque numéro et qui utilise en fait une réutilisation de l'actualité. Et il paraît que c'est grâce à elle que les Soudanais, donc là, et autres exotiques sont si solides et si vigoureux. Et vous voyez donc effectivement, premier plan, se détachant, très simplifié, le colonisé, et puis derrière, donc les deux qui sont un peu, là aussi, un peu mince, un peu maladif. Je continue dans le sourire cette fois, la femme qui regarde une fois de plus le soldat en fait, avec une certaine concupiscence, on peut dire. Donc dans d'autres dessins, donc ça c'est une partie de ces dessins, et puis dans d'autres dessins, dans les mêmes journaux d'ailleurs, le noir est au contraire moqué. Et là, donc, je vous montre un dessin du rire par Gerbaud. Et là, effectivement, bon, le noir attend la maîtresse de la petite bonne et il est ridiculisé. Parce qu'il est trop harnaché, etc. Enfin, ça se voit très vite. Et là, toujours dans le rire, un dessin d'Abel Fèvre. Abel Fèvre qui a une spécialité, lui, en fait, ce sont les médecins qui mettent tout le temps dont ils se moquent. Donc, oh, ciel, mon mari, alors ça, on est dans le vaudeville, évidemment, c'est vous le nègre, continuez. Donc, le mari qui est très content de laisser le devoir conjugal au noir, qui est quand même représenté de manière extrêmement dévalorisée. Hein. Donc voilà, dans tous les cas, ça c'était un petit florilège, dans tous les cas, en fait, on s'aperçoit que le noir ou l'Africain n'a pas d'existence propre dans ces journaux. Il est simplement prétexte à alimenter le répertoire des caricaturistes, et ce qui reste central, évidemment, c'est la parisienne. Donc le but, c'est de renouveler tout le temps, de trouver de nouveaux modes de la présenter, de renouveler un petit peu les situations dans lesquelles se trouve la parisienne. Alors, je passe brutalement à l'illustration en faisant quand même un petit détour, enfin en faisant une petite transition. Comme je vous l'ai dit en commençant cet exposé, les publications qui rendent compte de l'exposition de 1900 sont illustrées, de manière générale, par la photographie directe. Il me faut pourtant mentionner un livre sur l'exposition qui a recours au dessin. Cette plaquette, donc un petit livre, tiré à petit nombre, 400 exemplaires, était offerte en cadeau d'étrenne par l'éditeur de livres de luxe, ça se pratiquait à l'époque, Léopold de Carteret, à ses fidèles clients. L'ouvrage est illustré de vignettes humoristiques en couleur. Alors là, je vous les montre et vous allez... par Henri Somme, qui est l'un des membres de l'ancienne équipe du Chat Noir et qui a fait d'ailleurs la première pièce d'ombre, c'est Henri Somme avec l'éléphant qu'il a mise en scène. Donc, en fait, prenant modèle sur les persans de Montesquieu dans les lettres persanes ou sur le Huron ingénu de Voltaire dans le conte philosophique L'Ingénu, le nègre de Gaston Bergeret, c'est le nom de l'auteur, est un visiteur très policé qui porte un regard faussement naïf sur l'exposition universelle de 1900, ce qui est prétexte à une critique pince sans rire de la manifestation et plus largement du comportement des Français. Le personnage note par exemple que
Les Français ont du plaisir à voir habiller en soldats les habitants de leur colonie. Ils les encouragent à bien faire l'exercice et leur offrent même des rafraîchissements ou de l'argent parce qu'ils espèrent se décharger sur eux un jour ou l'autre des obligations du service militaire. C'est assez bien vu quand on pense à la guerre de 14. Donc le nègre, je ne dis pas que les Français n'ont pas pris part, le nègre parcourt la rue de Paris, évidemment, il est obligé, puisqu'il rend compte de tout ce qu'il a vu à l'exposition. Et il constate, avec son flegme habituel, les gens qui ne veulent pas prendre l'exposition au sérieux ont affecté de comparer la rue de Paris à la foire de Saint-Cloud parce qu'on y voit des baladins qui font le boniment sur des tréteaux. Toute cette rue est peuplée de saltimbanques d'art. Ils prouvent assez leur désintéressement en persistant à jouer devant un public qui ne s'arrête pas. Alors là, ce qui vous montre en fait que ça ne marchait pas du tout. Hein, Et là, vous avez la page complète et vous avez une petite vignette de Somme qui a dessiné un bonimenteur tout petit qui brandit un énorme porte-voix destiné à attirer le public, malheureusement, sans doute sans succès. Quant à la statue de la Parisienne, évidemment, elle est présente dans le volume et je vous la montre. Donc là, dans l'ensemble de la page, et là, le détail, c'est la reine de la mode, un peu grasse, avec son grand chapeau à fleurs, un petit peu vulgaire quand même. Hein. Henri Somme, qui peut être un portraitiste délicat, et on va le voir tout de suite, de la Parisienne, de la femme, nous le verrons donc, a laissé libre cours ici à sa veine comique. À mi-chemin entre le reportage et la caricature, le journal d'un nègre est vraiment intéressant pour mon propos, car il nous introduit dans le domaine du livre illustré de luxe que je vais aborder maintenant. Et donc, nous passons de l'exposition universelle, on élargit et on va sur Paris, sur la représentation de Paris dans le livre illustré de luxe. Bon, j'irai un peu plus vite parce que il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas vraiment le temps. Donc, le livre illustré prend sa revanche sur donc sur le fait qu'il n'apparaît on fait de moins en moins appel à lui dans les journaux. Il prend sa revanche dans un secteur du livre illustré qui entretient un rapport étroit avec l'exposition Paris 1900 qui nous réunit ici. Je veux parler de ces volumes sur les mœurs parisiennes qui se multiplient dans la dernière décennie du siècle. Spectacles de la rue, types urbains, activités marchandes, lieux de plaisir, toute une littérature se développe au tournant du siècle qui veut saisir Paris dans tous ses aspects, tour à tour glorieux et misérables. Elle se situe, cette littérature, dans le prolongement de la littérature physiologique, celle-ci, née sous la monarchie de Juillet, à un moment où la société française se démocratisait, se proposait de dresser un panorama d'ensemble de la société française en mettant en place, sur un mode sérieux ou humoristique, un répertoire de types sociaux. Destinée à un large public, cette littérature était diffusée sous forme de livraisons ou de fascicules à bon marché et elle était illustrée par des dessinateurs issus de la presse et de la caricature comme Henri Monnier, Granville, Gavarni, Daumier. Donc en fait, ce qu'il y avait de mieux sur le plan du dessin, d'illustration de l'époque. Nous sommes dans les années 1840. Faisons un saut et arrivons un demi-siècle plus tard, les années 1890, les conditions ont totalement changé. C'est à un lectorat restreint d'amateurs que s'adressent les nouvelles publications sur Paris, qui sont publiées par des éditeurs spécialisés dans le livre de luxe ou par des bibliophiles qui créent leur propre société à partir des années 1880. Dans le domaine des physiologies parisiennes, les bibliophiles ont une préférence marquée pour les types populaires de la rue, vendeurs ambulants aux petits métiers, exercés à la marge. Ce qui séduit, alors là, je vous montre quand même ça, voilà, ce qui séduit, même si les auteurs des volumes déclarent vouloir faire œuvre documentaire, c'est le caractère pittoresque de ces professions en voie de disparition. Le préfacier d'un de ses ouvrages, donc vous le voyez, la préface est de Roger Marx, le préfacier, donc Roger Marx, des petits métiers des rues de Paris,
qui paraît en 1904, donc vous voyez, ça se perpétue assez longtemps, le reconnaît quand il rend hommage à ceux qui sont pris pour modèle en ces termes. Ce livre, écrit-il, se dédie naturellement aux tenanciers des dernières échoppes et aux industriels nomades dont les énergies se dépensent en une invraisemblable besogne, chaque matin entreprise sans répit, sans révolte. Leur passage anime la rue et le carrefour, l'impasse et la berge, le marché et le jardin public. Ils en constituent la parure pittoresque et changeante. C'est à ces péripatéticiens, en somme, que Paris est redevable des singularités d'aspect qu'il lui arrive de revêtir à de trop rares instants. Et là, de nouveau, je suis bloquée. Alors attention, je repars. Et voilà donc l'intérieur des petits métiers des rues de Paris. Donc Roger Marx, j'ai cité ce texte parce qu'en fait il est très caractéristique en plus par son style qui est un style un peu alambiqué de la manière dont on écrivait à l'époque. Donc Roger Marx insiste aussi sur l'aspect artistique du volume et sur son illustration, des gravures sur bois de fil comme on les pratiquait dans les livres à figures des premiers temps de l'imprimerie. Donc en fait, il y a aussi une volonté donc c'est assez passéiste, quoi, pour résumer d'un mot. Il y a un retour vraiment en arrière, il y a un retour et vous voyez en fait la manière dont le rafistoleur de panier est présenté, c'est-à-dire comme un sage, etc. Il n'y a pas de mouvement, tout est très doux. Très calme, et l'utilisation du rouge et noir aussi des deux couleurs. Tous les soins de l'amateur de livres donc convergent vers le miséreux, le gagne-petit, survivance d'un Paris populaire menacé par l'uniformisation urbaine, et surtout qui n'est plus du tout dangereux, vous vous en doutez. Les sociétés de bibliophiles lui font une place. La plus ancienne, les Amis des livres, lance le mouvement. Alors, en publiant en 1890, Paris qui crie, Petit métier, recueil de monographies écrites par ses membres, par les membres de cette société, les Amis des livres. Pour les dessins, elle fait appel à Pierre Vidal, qui exécute des dessins au trait, reproduits par Gilles Otage et coloriés au patron. Donc là, c'est un coloriage, si vous voulez, presque planche par planche. C'est les Amis des livres, ils éditent à peu près autour de 120 exemplaires. Hein, donc c'est très très réduit en fait. On a des tirages extrêmement réduits et réservés aux membres de la société. Les autres sociétés prennent le relais. Alors les 100 bibliophiles demandent au journaliste Hugues Delorme, vous voyez son nom, de composer sur des dessins de Heidbrink des poèmes sur les types parisiens, toujours des types parisiens plus ou moins en voie de disparition. Ils sont reproduits là, ce sont des lithographies en couleur, toujours autour de 120 exemplaires. La jeune garde littéraire, donc vraiment les jeunes littérateurs, participent à cette littérature. À la demande d'Octave Uzanne, qui est à la tête des bibliophiles indépendants, Charles-Louis Philippe, Fronoin et Alfred Jarry, parmi d'autres, donc vous les voyez, commentent les portraits volontairement outrés du dessinateur Art Nouveau Victor Mignot. Donc ça, je vous les montre parce qu'ils rompent en fait avec les sages représentations qu'on a vues précédemment. Octave Uzanne, on pourra en parler très longtemps, est quelqu'un qui se veut un rénovateur du livre illustré de luxe et qui veut justement faire appel à des jeunes illustrateurs, jeunes artistes et jeunes écrivains. Donc vous voyez, c'est assez... il met l'accent là sur une tête qui se détache, qui est un peu inquiétante à la limite. Et là, ils ont l'air complètement quand même un peu ridicules. Ces personnages, on est à la limite de la caricature. En fait, 5 ans plus tôt, ce même Octave Uzanne avait inauguré la Société des bibliophiles indépendants en publiant un volume qui s'inscrivait dans le prolongement toujours de cette littérature physiologique, mais en renouvelait la formule. Pour cela, il avait demandé à Félix Vallotton, que nous retrouvons donc, dont il avait été l'un des premiers à signaler les gravures sur bois
je cite, d'un style volontairement réactionnaire et barbare. C'était la manière dont les caractérisait Uzanne. Donc il lui avait demandé de composer, je cite, une série d'estampes brutalistes sur la badauderie parisienne. Et là, vous avez la couverture de cette, où on voit donc le mouvement de la rue de Paris, d'une rue à Paris, mais avec, on a une espèce de presque de refus de la perspective, on a quelque chose de très stylisé. Et donc, après quoi? Donc, après avoir demandé ces dessins, 30 dessins à Vallotton, il avait fait appel aux membres de l'équipe de la Revue Blanche, revue littéraire d'avant-garde, qui avait rédigé des petites scénettes inspirées par les planches de Vallotton. Le recueil intitulé Badauderie parisienne, vous voyez, c'est très long, hein, ce titre. Badauderie parisienne, les rassemblements, physiologie de la rue, et là-dedans, on a en fait badauderie qui renvoie plutôt au présent, physiologie qui renvoie aux années 40, donc il essaye de tout rassembler dans ce volume. Donc il avait demandé à ces écrivains, à cette jeune génération d'écrivains, d'écrire des historiettes qui restituait avec humour ou détachement le mouvement de la rue, ses acteurs, ses incidents, ou bien encore se limitait à rien. Et je cite un des textes du volume, « Au bonheur de ne rien faire, de ne faire absolument rien, même rien regarder ». Et là, je vous montre deux planches sur les 30 extraits des... donc, ce sont des planches à part, hein, qui ne sont pas des gravures sur bois d'ailleurs, qui sont reproduits par gilottage, mais qui se donnent pour des gravures sur bois. Enfin, c'est un peu compliqué, mais en tous les cas, vous voyez combien on est dans quelque chose de schématique et dans quelque chose de très contrasté, noir et blanc, et une sorte de déréalisation finalement des types qui sont aussi vus avec un clin d'œil, c'est-à-dire qu'on a vraiment les types qu'on attend, mais tout le monde sait, tout le monde maintenant sait qu'en fait ces types finalement n'existent pas vraiment, mais on les montre comme s'ils existaient. Donc il y a une sorte de second degré dans les années 1890, dont Vallotton, mais aussi bien sûr Uzanne sont très conscients ils sont conscients finalement qu'on ne peut plus parler des types comme on en parlait dans les années 40. Donc, contrairement au discours teinté de moralisme qui sous-tendait les textes contemporains ayant pour thème la vie parisienne, les auteurs des badauderies parisiennes se contentent de raconter, pour le plaisir, des histoires simples. À la même époque, un autre bibliophile, Henri Béraldi, grand connaisseur en matière de gravure, il est l'auteur d'un dictionnaire des graveurs du XIXe siècle en 11 volumes qui fait toujours autorité, qu'on n'a pas dépassé en fait. Malheureusement, il l'a réalisé dans les années 80, entre 86 et 89, donc pour après on n'a rien, mais vraiment c'est formidable. Donc ce Béraldi publie à son compte une série de livres sur Paris tirés aussi à petit nombre, alors cette fois autant... c'est à 130 exemplaires. Son but, et là je cite, est de présenter aux amateurs une série curieuse d'études sur l'histoire pittoresque du Paris actuel, en faisant appel à des artistes qui, je cite, veulent rendre dans leur écriture moderne, leurs dessins et leurs gravures, toute la physionomie vivante et singulière de la grande ville. Pour les illustrations, il privilégie la gravure sur bois, que les moyens de reproduction photomécanique ont évincé du journal. Il fait appel aux meilleurs artistes du moment dans ce domaine et en premier lieu Auguste Lepère qui va prendre le... Alors, vous allez me dire, c'est curieux parce que là, nous avons une eau forte, mais je vais vous expliquer. Donc, Lepère qui est à la tête du mouvement de rénovation de la gravure sur bois. Donc, dans Paysages parisiens, dont le texte est confié au poète Émile Goudot. Et encore, Goudot, c'est un ancien hydropathe et c'est un des fondateurs du Chat Noir. Encore un. Enfin, vous voyez comment c'est un peu étonnant, mais on retrouve tous ces gens un peu vieillis, évidemment, qui ont maintenant une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. Ils se reconvertissent en quelque sorte. Et donc, Goudot va écrire beaucoup de livres sur Paris à la demande de Béraldi ou d'autres. Et donc, dans les paysages parisiens,
l'artiste offre une image poétique et lumineuse de la ville où les heures se succèdent paisiblement, où chacun est à la place qui lui revient. Alors en fait, là, vous avez une eau forte, parce qu'il y avait quand même 5 eaux fortes, dont le frontispice en hors-texte. Le reste, les gravures sur bois, vous savez, ce sont des in-text. Donc, et là, vous voyez Paris aux différentes heures de la journée, c'est coupé en 4. Donc là, vous avez la balayeuse sur un fond finalement de carrières. Dans les carrières se trouvent des chiffonniers, des hommes qui n'ont, enfin des SDF, on dirait aujourd'hui. Puis nous passons à Paris l'après-midi et avec une lanterne et le profil de la Seine, la silhouette de la Seine au fond, et enfin le soir, et une élégante qui sort de l'opéra. Donc vous avez finalement, à travers ces 4 saisons paysages, les heures parisiennes, vous avez toute la population qui défile quelque part, puisque vous démarrez du plus bas pour arriver à l'élégance du soir. Et donc, à l'intérieur du volume, je vais vous montrer 2 planches. En fait, ces planches, elles sont... Il y a du texte, mais là j'ai choisi de vous montrer 2 planches exceptionnelles, en fait, qui se trouvent au cabinet des dessins et qui sont des fumées, ce qu'on appelle des fumées sur Chine, des états absolument étonnants que le père a tiré pour lui, pour son plaisir. Et vous avez donc là l'arrivée des petits maraîchers dans Paris, et puis là vous avez les nourrices l'après-midi au jardin des Tuileries. Mais j'aurais pu des Tuileries, je pense, je ne suis pas absolument sûre. Est-ce que c'est pas le jardin du Luxembourg? Non, c'est les Tuileries parce qu'on voit la Concorde, on voit la colonne. Donc, et là, nous sommes dans de la gravure sur bois, vous voyez, qui est plus gros, qui se pratique pas du tout de la même manière que la gravure à l'eau forte. Et donc, vous avez, c'est une vision tout à fait presque idyllique de la ville que présente le père, qui va participer à d'autres ouvrages, bien sûr sur Paris. C'est vraiment, il est parisien et c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté de graver de Paris, et notamment un Paris au hasard, sorte de guide secret de Paris, qui est aussi commandé par Beraldi en 1895, puisque le but c'est toujours de montrer ce que les touristes ne connaissent pas, mais c'est aujourd'hui encore, parce qu'on a bien des guides du Paris mystérieux, etc. Bon, ça n'a rien à voir, parce que mais il y a cette volonté de montrer ce qu'on ne voit pas d'habitude. Ensuite, je voulais terminer, il y a eu énormément, il y a eu Paris Danse, enfin, il y a eu énormément de ces ouvrages, avec aussi des quartiers de Paris, etc. Mais là, je n'ai pas le temps de vous en parler. Et je voudrais terminer sur la Parisienne, c'est normal, puisque c'est quand même elle qui symbolise Paris. Donc, la Parisienne est le centre de publication à caractère mi-documentaire, mi-anecdotique. Et nous sommes toujours dans cette tradition des tableaux de Paris, des types parisiens. C'est d'abord la femme à Paris, nos contemporaines, et nous retrouvons Octave Uzanne, alors là en tant qu'auteur, qui présente dans ses divers milieux, états et conditions la Parisienne, nos contemporaines. Donc, et il veut, en fait, dans sa préface, il explique qu'il veut à la fois, c'est un ouvrage mondain d'une certaine manière, assez agréable, mais d'un autre côté, ça veut montrer la Parisienne telle qu'elle est, et il n'hésitera pas, par exemple, à aborder la prostitution, qui constitue un des éléments qui est très présent. Donc, finalement, il y a cette volonté à la fois de plaire, et peut-être aussi de plaire, d'ailleurs, en montrant des aspects qu'on peut feuilleter chez soi, comme ça. Il y a peut-être une volonté de titiller aussi, mais c'est un ouvrage effectivement très documenté, très sérieux d'un autre côté. Le dessinateur d'écrits de Paris, c'est Pierre Vidal, qu'on a vu tout à l'heure, a illustré le volume de ses dessins aux traits élégants,
dont il s'est fait une spécialité. Et donc là, je vous montre 2 pages. À gauche, c'est la femme du monde chez le couturier. Donc c'est une gravure. En fait, le dessin a été gravé et ensuite c'est une gravure en couleur. Et là, en fait, des petites vignettes dans le texte, les ouvrières. Donc il passe en revue vraiment toutes les catégories sociales parisiennes. En alternant, donc on a chaque fois, pour chaque catégorie, on a une planche et puis des croquis dans le texte. Ensuite, il n'est pas seul, donc là on est en 94, il n'est pas seul à procéder de cette manière. L'éditeur de livres de luxe, Léon Conquet, exploite le même thème en publiant successivement une physiologie des couturières de Paris qui passe en revue les différentes catégories de couturières et la parisienne peinte par elle-même, succession de 20 silhouettes, et là voilà, empruntées aux Français peints par... de 20 silhouettes empruntées à l'échiquier social féminin. Là, je cite l'auteur qui est Montorgueil, qui est un auteur journaliste qui a aussi énormément écrit sur Paris. Donc, on a la famille et ses auxiliaires, l'art et ses initiés, la galanterie et ses prêtresses. Les 2 volumes, c'est-à-dire Physiologie des couturières, parisienne peinte par elle-même, sont illustrés par des pointes sèches, par Henri Somme. Alors, Henri Somme, qu'on a vu tout à l'heure, c'est lui qui a illustré Journal d'un nègre. Donc, c'est quelqu'un qui peut à la fois être aussi bien faire de la caricature que faire des parisiennes extrêmement élégantes. Il n'a pas cessé d'ailleurs il vivait d'ailleurs de dessins qui vendaient, qui représentent des parisiennes. Mettez-vous sur Internet, tapez Henri Somme et vous verrez le nombre de parisiennes qui va vous exploser à la figure. Et c'est un peu répétitif, il faut le dire. Donc, les 2 volumes donc, illustrés de pointe sèche d'Henri Somme empruntent leur formule aux Français peints par eux-mêmes, donc cette publication en 8 volumes qui date des années 1840. Donc le personnage est représenté en pied, il se détache sur le fond blanc de la feuille et il est immédiatement reconnaissable à ses vêtements et à ses attributs. Et vous voyez, c'est très sage comme représentation aussi, hein. C'est aussi la Parisienne qui est au centre de la série des almanachs parisiens, publiée 3 ans durant par le libraire et marchand d'estampes Edmond Sagot, destiné à séduire une clientèle moderne. J'ai presque fini. Ces coquets petits volumes évoquent les plaisirs saisonniers. Donc là, nous sommes aux almanachs parisiens, mais ça se termine. Donc, ces coquets petits volumes évoquent les plaisirs saisonniers qu'offre la capitale à ses privilégiés. Donc, on a les courses chez la couturière, les visites, les théâtres, les bals privés durant l'automne et l'hiver, les promenades au bois, les champs de courses au printemps, et puis l'été, départ pour la plage et les bains de mer. Ces petits volumes donc, ont un texte en général assez futile, il faut bien le reconnaître, et ils valent surtout par leurs gracieuses vignettes, teintées parfois d'un soupçon d'ironie. Alors ça, c'est la première... c'est tout petit, hein, c'est grand comme ça, vous pouvez la mettre dans votre poche, dans votre sac. Donc vous avez le premier, 1895, qui est illustré par Dillon, qui est un lithographe. Et là, je vous montre donc une de ces planches de l'intérieur de Paris Almanach. Ensuite, deuxième Paris Almanach, un peu ironique, par Georges Meunier. Et on a la Parisienne justement au bois. Hein, une Parisienne. Alors là, on est toujours dans la litho, mais en couleur. Et enfin, la conclusion, le dernier almanach qui est illustré par le père, et là, avec du bois de fil, c'est certainement le plus élégant. Et le texte aussi, par Charles Maurice, qui est un jeune poète, est un texte vraiment très bien écrit et intéressant. Et la conclusion du dernier almanach publié par Sagot, donc celui-ci, bois de fil en couleur par repérage. Donc cette conclusion, c'est déjà une invite à l'exposition de 1900. Je lis « Tout est bien,
J'admire le décor que nos maîtres ont fait à la comédie de la vie et j'attends avec impatience l'exposition universelle pour y vénérer en bloc et en globe cet ensemble de prodiges. Nous n'avons pas à attendre, la première pierre du pont Alexandre est posée. Grâce à l'exposition Paris 1900, ces fastes nous sont rendus. Je vous remercie. Merci infiniment pour ce magnifique corpus d'illustrations que vous avez magnifiquement commenté aussi. Il nous reste très très peu de temps, éventuellement une question. Et voilà. Ah, il y a un monsieur là qui... Oui, bonjour. Vous n'avez pas parlé d'un personnage qui est présenté dans l'exposition, qui est Sem, qui faisait effectivement plutôt des croquis chez Maxime, etc. Et Sem, effectivement, commence dans le rire. Mais si je n'en ai pas parlé, c'est tout simplement que là, en 1900, si vous voulez, il ne fait pas de caricature sur l'exposition universelle, ce qui explique. Mais effectivement, Sem, Capiello se sont rouverts aussi, commencent à travailler dans les années 98-97 grâce au rire. Tout à fait d'accord. Et effectivement, il va développer ces espèces de panoramas sur des personnages en vogue. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire à partir de quelle époque à peu près on commence à confondre l'image de la femme parisienne avec l'image de Petite Vertu? Vous nous en avez beaucoup. Ça, c'est une colle. En fait, je ne sais pas. Je pense que là... On confond, mais là ce dont j'ai parlé finalement, c'est quand même du journal satirique qui, par définition, est obligé, si vous voulez, fait de la femme, ne la prend pas au sérieux. Par contre, ce que je montre justement, et c'est exactement contemporain, c'est ces almanachs, etc. Et là, on n'est plus du tout dans la femme de Petite Vertu. Donc, il n'y a pas de confusion, en fait. Il y a simplement deux genres différents. C'est-à-dire, d'une part, vous faites la satire, donc vous êtes obligé de vous moquer, de caricaturer. Et en fait, finalement, vous vous adressez sans doute à un public plutôt masculin pour les journaux satiriques, et donc vous allez présenter ce qui plaît, c'est-à-dire la femme un peu dénudée, la femme un peu bien, qui a des formes, etc. Donc vous faites plaisir finalement. Est-ce que cet état de fait existait sous Napoléon III, sous le bien sûr, aussi. Bien sûr. Vous avez l'horizontale de Robida, par exemple, Robida qui était présent dans l'exposition universelle d'ailleurs avec son quartier moyenâgeux. Donc bien sûr, ça c'est quelque chose qui existe. Vous avez surtout Grévin, qui a donné le musée Grévin, sur lequel il y a eu une intervention, une conférence la semaine dernière. Grévin, qu'est-ce qu'il exploite? Il exploite la petite femme, il exploite, et elles ont des noms, les biches, les horizontales, la lorette, etc. Enfin, vous avez un nombre de noms, et c'est déjà le cas autour des années 1840. Et déjà, on dit, oh là là, la grisette, donc la petite ouvrière, n'existe plus, et maintenant ce qui l'a remplacé, c'est la Lorette qui habite le quartier Bréda, enfin autour de l'église de Notre-Dame de Lorette, et qui est justement cette femme de Petite Vertu. Et c'est typiquement parisien, ou est-ce qu'on retrouve la même chose à Londres, à Berlin? Est-ce que chaque capitale traite ces femmes un peu de la même... Je pense, mais là je peux vraiment pas vous répondre, parce que là je suis pas... là je connais pas. Merci. Mais j'imagine, mais... Merci beaucoup. Merci beaucoup.